Centre culturel égyptien vient de réouvrir ses portes il y a 4 mois, en novembre 2016, après une fermeture de plus de 3 ans. Et nous sommes très heureux donc de pouvoir le présenter au public français sous son nouveau jour, puisqu'il a été entièrement rénové. Et nous avons, comme vous pourrez le voir, 2 salles différentes. On a un lieu d'exposition et puis on a un lieu de présentation de spectacles. Et nous nous efforçons tout au long de nos activités de présenter donc des conférences, des projections de films égyptiens. Mais nous avons également constitué une école de musique égyptienne ainsi qu'une école d'apprentissage de la langue égyptienne. Là, par exemple, à titre d'exemple, nous avons une exposition autour de la construction des bateaux à Alexandrie. Et autour de cette exposition, nous avons une conférence d'un professeur universitaire de l'Université d'Alexandrie qui nous a présenté justement 500 ans de construction de bateaux à Alexandrie avec toutes les techniques qui vont autour. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir M. Christian Leblanc qui va nous présenter ses travaux, ses fouilles à Luxor après le visionnement du film Les Reines d'Égypte, donc les secrets des Reines d'Égypte. Voilà ce que je voulais vous dire à tous et bienvenue à tous au Centre culturel égyptien. Je voulais commencer par vous dire d'abord le plaisir que nous avons à avoir une assemblée de votre qualité. Eh bien, nous sommes réunis parce que M. Christian Leblanc, éminent égyptologue, diplômé de l'école du Louvre, chercheur émérite, professeur émérite au CNRS et responsable, président de l'association Ramséum et surtout responsable des dernières fouilles. Depuis 45 ans, M. Leblanc travaille sur le site de Luxor, sur le site de Ramsès II. Et M. Christian Leblanc nous a fait le plaisir et l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui pour nous parler des dernières fouilles qu'il a faites dans notre pays. Et cela se fera après le visionnement du film qui s'intitule « Dans le secret des reines du Nil ». C'est une production de Franck Mulner. Franck Mulner a produit de nombreux films et documentaires depuis plus de 20 ans sur les fouilles archéologiques en Égypte. Ces travaux ont été projetés sur Arte, dans Racine et Elle. Et donc, je pense que le film d'aujourd'hui sera très édifiant sur le travail de la mission dirigée par M. Christian Leblanc. Je voudrais également remercier tous les membres de l'association Ramséum qui sont là aujourd'hui, je pense pour la première fois. Et j'espère que vous serez, comme je l'ai dit tout à l'heure, que nous saurons faire de vous des fidèles du Centre culturel égyptien. Voilà, je n'en dirai pas plus. Je vais vous laisser vous-même découvrir le secret de ces femmes de l'Égypte ancienne dont nous sommes les fiers descendants. Voilà. Excellent. Alors, donc on a regardé ensemble un petit peu cette séquence qui concernait surtout le Nouvel Empire et un petit peu les reines, qui étaient surtout les reines qui avaient été en grande partie inhumées, disons, à Thèbes, aussi bien dans la vallée des rois, parce qu'il faut savoir qu'il y a eu quand même certaines reines qui ont été inhumées dans la vallée des rois, dans la nécropole aussi de Dra-Boul Naga, qui avait été la première nécropole royale qui était installée sur la rive gauche de Thèbes, et puis aussi dans la vallée des reines. Alors c'est vrai qu'il y a une énigme qui reste posée aujourd'hui, à la suite surtout des découvertes, notamment des 2 cachettes royales. Vous savez que la première de ces cachettes royales, donc celle que nous avons vue tout à l'heure à l'écran, qui se trouve dans une des vallées secondaires du cirque de Der el-Bahri, avait été retrouvée en 1871 par des habitants de Gourna qui ont pu exploiter cette cachette pendant une dizaine d'années avant que les égyptologues, et notamment le directeur du service des antiquités de l'époque, qui était Gaston Maspero, puissent se rendre compte qu'il y avait quelque chose qui se passait à Thèbes. Il devait y avoir une très très importante découverte, puisque sur le marché des antiquités du Caire, on voyait surtout apparaître
vestiges de ce mobilier funéraire que ces habitants de Gourna, eh bien évidemment, de temps en temps, sortaient de la cachette pour les vendre. Alors ça, c'était la première cachette royale dans laquelle une quarantaine, effectivement, de pharaons ont été retrouvés, avec aussi certaines reines. Alors les reines qui se trouvaient dans la cachette de Deir el-Bahri n'étaient pas des reines de l'époque aramécide, c'était surtout des reines de la 18e dynastie, notamment Ahmès Néfertari, par exemple. Il y avait aussi Méritamon, une épouse d'Amenhotep Ier, et puis aussi alors quelques épouses qui étaient des premiers prophètes d'Amon, c'est-à-dire que lorsqu'on a fermé définitivement cette cachette au tout début de la 3e période intermédiaire, il faut savoir que les derniers qui ont été inhumés à côté des pharaons étaient finalement des membres du clergé, du grand clergé d'Amon de Karnak, et notamment certaines filles ou épouses de ces grands prêtres. Après ça, la cachette a été définitivement fermée, sous le règne d'ailleurs de Pinedjem II, ce qu'indique d'ailleurs l'inscription qui est juste à l'entrée de la cachette royale que vous avez pu voir en hiératique. Alors, en 1898, c'est-à-dire un peu plus tard, lorsque Victor Loret, qui était donc un égyptologue français qui travaillait, qui était directeur de l'IFAO à l'époque, travaillait dans la vallée des rois, eh bien, c'est dans la tombe d'Amenhotep II qu'a été retrouvée une deuxième cachette royale, et cette cachette était dans l'une des annexes de la salle du sarcophage. En débloquant cette annexe, il a trouvé, là aussi, tout un ensemble de pharaons qui avaient été regroupés, finalement, dans cette tombe d'Amenhotep II. Donc, on peut dire que ces deux cachettes royales ont livré pratiquement l'ensemble des rois du Nouvel Empire, excepté Akhenaton, qui lui a été retrouvé alors un petit peu plus tard dans une autre cachette, qui était la fameuse tombe 55 de la vallée des rois. Et nous savons aujourd'hui, à travers toutes les recherches qui ont été faites, qu'il s'agissait bien finalement de la momie d'Akhenaton qui se trouvait dans cette fameuse cache numéro 55 de la vallée des rois. Alors c'est vrai qu'en tenant compte un petit peu de toutes ces découvertes successives, on s'est bien rendu compte qu'on avait bien là la plupart des rois du Nouvel Empire, que l'on avait là un certain nombre de reines, mais qui étaient plutôt des reines de la 18e dynastie, mais où étaient passées les autres reines, c'est-à-dire, et pas seulement les reines d'ailleurs, les princes et les princesses qui avaient été inhumés dans la vallée des reines. Et là, c'est une énigme qui reste posée jusqu'à présent, parce que ce qui est intéressant, voyez-vous, c'est lorsque Schiaparelli, le fouilleur italien du musée de Turin, avait entrepris les premières fouilles dans la vallée des reines, donc entre 1903 et 1906, lorsqu'il a retrouvé la tombe de Néfertari, cette tombe était bouchée. Elle n'avait pas été réoccupée postérieurement au pillage, parce qu'il faut savoir que si ce n'est pas le cas dans la vallée des rois, c'était le cas dans la vallée des reines, c'est que la plupart des tombes qui avaient été profanées dans la vallée des reines à la fin de l'époque ramesside ont été réutilisées au cours de la 3e période intermédiaire, et même bien au-delà, puisqu'on a retrouvé au cours de nos fouilles des quantités de momies et finalement aussi de mobilier funéraire remontant jusqu'à l'époque romaine, jusqu'au 2e siècle de notre ère. Donc il y a eu un remploi intensif de toutes ces tombes de la vallée des reines, à l'exception de la tombe de Néfertari. Et ce qui est quand même curieux, c'est que lorsque Schiaparelli a débouché cette tombe de Néfertari, il a retrouvé finalement les lieux dans l'état où l'avaient laissé les profanateurs de la fin du Nouvel Empire. C'est-à-dire qu'il a vu là les sarcophages cassés, il a vu là des vases au sol qui étaient complètement aussi brisés, tout un ensemble de vestiges du mobilier funéraire de la reine. Il a vu à côté du sarcophage un monceau d'étoffes en charpie qui devait correspondre finalement aux étoffes de momification de Néfertari, mais il n'a pas retrouvé la momie de Néfertari. Donc ce qui veut dire que finalement cette momie a quitté les lieux à un moment donné, comme d'ailleurs certainement toutes les autres momies de reines et de princes et de princesses qui avaient été enterrés dans la vallée des rois au cours de l'époque ramesside. Et ça c'est tout à fait intéressant parce que quand on regarde un petit peu l'histoire de cette époque, c'est-à-dire finalement ce qui s'est passé après les pillages des grandes nécropoles royales de la rive gauche de Thèbes, nous savons qu'il y a eu des commissions d'enquête
qui se sont déroulées dans chacune de ces nécropoles royales, puisque les grands prêtres d'amont avaient mis en place des commissions d'enquête, d'abord pour établir l'état des lieux, ce qui restait dans ces lieux, essayer aussi d'arrêter les coupables si on pouvait évidemment mettre la main dessus. C'est-à-dire qu'on a eu des comptes rendus, des procès-verbaux, si vous voulez, qui concernent chacune de ces sépultures. Alors, on voit très bien que ces démarches-là, officielles, administratives, ont été faites dans la vallée des Rois. Elles ont été faites dans la nécropole de Drabul Naga, qui avait été la première nécropole royale sur la rive gauche de Thèbes. Et elles ont été faites également dans la vallée des Reines. C'est-à-dire que finalement, on s'aperçoit très bien que si on a mis à l'abri les momies royales qui se trouvaient dans la vallée des Rois et de Drabul Naga dans des cachettes, il est clair qu'on avait aussi mis à l'abri les momies qui devaient se trouver dans la vallée des Reines. Alors la seule chose, c'est que jusqu'à présent, eh bien cette cachette qui doit contenir certainement tout un ensemble de reines, parce qu'il n'y avait pas que Néfertari, il y avait Néfertari, il y avait Bentanat, il y avait Méritamon, il y avait Nebet-Tawi, il y avait plusieurs épouses de Ramsès II, il y a des épouses de Ramsès III, il y a des fils de Ramsès III aussi qui avaient été enterrés dans la vallée des Reines, dont on n'a pas du tout retrouvé non plus les momies. Donc on a tout un ensemble de corps qui ont aujourd'hui complètement disparu, mais qui ont dû certainement être mis à l'abri à la fin de l'époque ramesside ou au début de la troisième période intermédiaire. Et c'est là, finalement, eh bien, une découverte qui reste à faire, dis donc, sur la rive gauche de Thèbes. Alors c'est vrai que ce n'est pas une découverte facile, parce qu'il faut quand même savoir, voyez-vous, que la cachette, finalement, de la vallée des Rois, la fameuse cachette de Der El Bahari, elle a été retrouvée tout à fait fortuitement par les habitants de Gourna. Bon, alors c'est vrai que là, comment retrouver la cachette des reines? Nous n'avons pas d'indice particulier qui permettrait de la localiser sur la rive gauche de Thèbes. Donc là, je pense que ce sera probablement comme dans la vallée des Rois, un jour, au cours d'une petite promenade, eh bien peut-être que des visiteurs, des touristes ou peut-être même des habitants de Luxor, eh bien tomberont, ou peut-être même les archéologues, après tout pourquoi pas, tomberont sur cette fameuse cachette des reines qui était celle qui était en accord avec la vallée des reines. Voilà. Alors ça c'était un petit peu, si vous voulez, pour l'histoire complémentaire à ce film, parce qu'évidemment on n'a pas pu le développer au cours de l'écran. Alors je ne sais pas, vous avez peut-être quelques questions à poser, donc on essaiera dans ce cas-là d'y répondre. C'est la raison d'être de ce débat. Oui. Qu'en est-il de la mère de Ramsès II? Alors, vous avez vu, effectivement, l'état des lieux à un moment donné, c'est-à-dire au moment où le film a été tourné. Il faut savoir aujourd'hui que le colosse de Touy est remonté dans la première cour du Ramesséum. Alors, il n'est pas remonté intégralement parce que la partie supérieure du corps avait été bien malmenée et en grande partie débitée. Mais disons que nous avons pu remonter toute la partie qui était conservée de ce colosse. Nous avons pu aussi restructurer tout le colosse de Ramsès II en replaçant les pieds de Ramsès sur le piédestal, finalement. Donc aujourd'hui, si vous voulez, lorsqu'on vient au Ramesséum, eh bien, on peut revoir dans la première cour du temple tous ces éléments remis à leur place, c'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout le désordre que vous avez pu voir à l'écran tout à l'heure. Hein. Donc là, c'est tout un travail finalement de recherche, mais aussi de restauration et de valorisation du site qui s'est fait ces dernières années. Oui. Pour Néfertiti, oui. Où en sommes-nous en ce moment? Alors pour Néfertiti, d'abord, est-ce qu'il s'agit de Néfertiti? Là, je crois que pour le moment, écoutez, il y a, je pense, une équipe italienne qui doit reprendre un petit peu ce sujet, sous la conduite d'ailleurs du docteur Zahi Hawass, et on verra un petit peu à quoi aboutiront les résultats. Ce qui est assez étrange, si vous voulez, c'est que pour le moment, nous n'avons pas obtenu véritablement les résultats qui ont été ceux conduits par l'équipe japonaise qui travaillait avec un radar géologique. Hein. Il faut savoir que généralement ces radars géologiques fonctionnent très bien, hein, puisqu'on les a même utilisés nous-mêmes dans la vallée des Reines il y a des années, voyez-vous, en 94, donc voyez-vous, ça remonte à un certain temps quand même, et on avait fait appel à l'époque, c'était au laboratoire central des ponts et chaussées, pour justement vérifier, avant de quitter la vallée des Reines pour prendre en charge le Ramesséum, nous avions justement souhaité bien vérifier que nous n'avions pas oublié sur le site éventuellement un puits funéraire ou une tombe qui aurait pu être masquée. Donc on avait fait appel justement à des ingénieurs du laboratoire central des ponts et chaussées, et puis aussi du CNRS, puisqu'il y avait M. André Guillaume, il y avait plusieurs spécialistes qui sont venus travailler sur place, Xavier de Robert aussi, etc. Et en fait, on a pu faire les pieds de falaise, voyez-vous, pour vérifier si on ne voyait pas de nouvelles tombes. Donc on n'a pas retrouvé de nouvelles tombes. Mais en revanche,
Et là, c'était parce que moi, je ne connaissais pas encore toutes ces méthodes, ces nouvelles méthodes appliquées à l'archéologie, donc je voulais quand même vérifier si elles fonctionnaient bien vraiment et si on pouvait obtenir des résultats. Et je connaissais dans la vallée de la Corde, une vallée qui était proche de la vallée des Reines, une tombe qui avait été vue à l'époque de Schiaparelli, donc voyez-vous en 1906, et cette tombe avait été de nouveau masquée complètement en surface par les éboulis de la montagne, puisqu'elle était vraiment au pied d'une falaise, donc un tas d'éboulis avait recouvert finalement l'entrée de cette tombe. Mais j'en connaissais l'endroit à travers les photos que nous avait livrées Schiaparelli et qui permettaient de bien voir le relief se détacher justement juste au-dessus de l'emplacement de cette tombe. Alors je n'ai pas bien entendu parlé à ces ingénieurs de l'emplacement de la tombe. J'ai voulu qu'ils y aillent finalement avec moi pour voir en fin de compte si leur méthodologie fonctionnait bien. Eh bien, devant l'entrée de cette tombe, ils m'ont dit, là, il y a une anomalie, il y a quelque chose, il y a un vide à cet endroit-là. Donc ça a été vu tout de suite. Et on était en 1994, donc on peut imaginer qu'aujourd'hui, en 2017, les technologies ont beaucoup bien avancé, et on est quand même surpris, parce que j'ai assisté à la conférence de presse qui a été donnée à Luxor, justement, par l'équipe japonaise, il y a quelque temps, et j'ai été quand même très surpris d'apprendre par cette équipe japonaise que, ils avaient évidemment fait le radar géologique, ils avaient mis tout ça en place, mais qu'on n'aurait pas les résultats avant un mois. Alors j'ai trouvé ça quand même assez étrange, tout en confirmant que de toute façon, il y avait un vide, il y avait des cavités, il y avait une cavité, etc. Là, je crois qu'on s'est un petit peu emballé dans cette affaire-là, parce qu'il n'est pas impossible, effectivement, qu'il y ait peut-être dans cette tombe de Toutankhamon des prolongements qui avaient été prévus pour cette tombe, parce qu'après tout, on ne pouvait pas savoir que Toutankhamon pourrait mourir après, 9 ans de règne. Hein. Donc, on pouvait imaginer qu'on préparait une tombe qui aurait pu avoir davantage de développement. Alors, là où on semble avoir vu 2 portes, est-ce qu'il s'agit vraiment de 2 portes? Est-ce qu'il ne s'agit pas simplement du dessin de 2 portes que les architectes avaient déjà mis en place pour qu'on puisse ensuite les creuser? Peut-être avait-on même commencé à creuser finalement à l'intérieur de ces portes pour ouvrir vers de nouvelles salles finalement de cette tombe, et puis que Toutankhamon est mort et qu'on a tout rebouché finalement pour procéder aux funérailles du roi. C'est pas impossible. De là, vous comprenez, à dire qu'il y a la momie de Néfertiti où il y a le cercueil de Néfertiti derrière ces murs, ça, je ne vois pas sur quel indice sérieux on peut le dire aujourd'hui. D'autant qu'il y a des recherches qui ont été menées, évidemment, à travers un petit peu les momies retrouvées, notamment quelques momies royales qui avaient été retrouvées dans la tombe d'Amenhotep II, donc dans la 2e cachette royale. Et là, les dernières recherches qu'avait pu faire, notamment Zahi Hawass, avec des équipes de techniciens américains au niveau des recherches, surtout en ADN, etc., il considérait finalement, Zahi, que la momie de Néfertiti existait déjà et qu'elle n'était plus à rechercher. Alors donc, il faut faire très attention. Là, je crois qu'on est parti un peu trop vite. Moi, je dois dire que, vous savez, il y a un adage qu'il faut connaître en archéologie ou en égyptologie. On parle de ce que l'on a découvert, on ne parle pas de ce que l'on va découvrir, parce qu'on ne sait pas ce que l'on va découvrir. Vous savez, l'archéologie réserve des surprises. Vous avez vu tout à l'heure, justement, cette magnifique tête de chacal que Monique a retrouvée au fond d'un puits. Est-ce qu'on pouvait imaginer, finalement, qu'on allait trouver au fond d'un puits de la 3e période intermédiaire une tête de chacal pareil? Donc là, c'est les surprises de l'archéologie. Donc il faut faire très attention, et là, je crois que notre collègue anglais, notamment Nicolas Reeves, a été un peu vite dans ses dires. Hein. Voilà. Pardon, pourquoi vous n'insistez pas sur la 2e cachette de Deir el-Bahari? Parce que la 2e cachette de Deir el-Bahari ne concerne pas des rois, elle concerne des prêtres. Hein? Oui, uniquement. Oui, uniquement. Prêtres, et puis des épouses de prêtres et des princesses, en fin de compte, mais qui étaient surtout des personnages qui n'avaient rien à voir avec l'époque ramesside. C'est déjà beaucoup plus tard, on est à la 22e dynastie à ce moment-là. Hein. Voilà. Et ça, c'est une autre découverte, effectivement, qui a été faite à Deir el-Bahari aussi. Oui. Oui, dans le documentaire, on entend parler de textes dans la tombe de Néfertari. Ça suppose que garçons et filles apprenaient les hiéroglyphes. Qu'est-ce qu'on sait de l'éducation des enfants royaux? Alors, l'éducation... Alors, vous savez qu'il y avait des institutions, bien entendu, des institutions d'enseignement dans l'Égypte ancienne. C'est les fameuses qu'on appelait les maisons de vie, hein, les pères ambre. Hein. Ces maisons de vie étaient pratiquement, très souvent d'ailleurs, rattachées généralement au temple. Hein. La preuve, c'est qu'on en a trouvé une justement au Ramesséum, et ça c'est très important parce que cette maison de vie, on en connaissait l'existence à travers notamment les professeurs qui avaient enseigné au Ramesséum. La tombe de Amenouassou, la tombe numéro 111 de la nécropole thébaine,
et la tombe des scribes du père Amr du Ramesséum. Donc ça c'est tout à fait intéressant parce que voyez-vous, on a à la fois fait le lien entre les hommes et les lieux où ils étaient en activité à l'époque de Ramsès II. Hein. Retrouver finalement l'école du temple ou la maison de vie, hein, et puis les professeurs qui enseignaient dans cette maison de vie. Alors pour les enfants, parce que là c'est sûr que dans les temples et notamment dans des cas comme le Ramesséum, là on peut penser que c'est beaucoup plus les enfants des fonctionnaires qui étaient en poste dans le temple qui devaient bénéficier d'enseignement. Hein. Et peut-être même les meilleurs élèves ou les meilleurs enfants de Der el-Médine, donc ils pouvaient peut-être accéder éventuellement aussi au contexte de cette école, où on apprenait d'abord bien sûr à lire, à écrire, où on apprenait à dessiner, où on apprenait à sculpter, c'est-à-dire qu'on apprenait finalement des métiers, à compter également aussi. Donc c'est des métiers qui étaient tout à fait en rapport avec l'utilité qu'on pouvait en avoir pour ces métiers qui seraient ceux finalement des descendants des parents qui étaient déjà en fonction dans le temple de Ramsès II, parce qu'il en avait tout un personnel qui étaient les directeurs des ateliers, il y avait les directeurs des magasins, donc il y avait des problèmes de comptabilité qu'il fallait assurer, de gestion, etc. Donc on peut penser que ces enfants-là étaient très souvent les fils des fonctionnaires royaux qui étaient en poste au Ramesséum. Pour les princes et les princesses, parce que les princesses bénéficiaient aussi certainement d'un enseignement, là je pense que ça se passait surtout dans les harems de la couronne. C'est-à-dire que dans les harems de la couronne, vous savez, le harem dans l'Égypte ancienne, c'est pas une maison de volupté comme on va le retrouver dans le monde ottoman, hein, c'est pas du tout ça. Le harem, c'est une institution qui est très souvent d'ailleurs gérée par un superintendant. Il a à disposition aussi des reines qui viennent, qui ont un rôle de surveillance également de ce qui se passe dans ces harems. Et là, sont regroupés des écoles, des ateliers. Il y a tout un monde, si vous voulez, de travail, hein, dans ces harems. Et généralement, dans les écoles des harems, c'est là qu'étaient éduqués les enfants royaux, c'est-à-dire aussi bien les princes que les princesses. Et à cela, d'ailleurs, s'ajoutent les fameux enfants du Kep. Vous savez que ce qu'on parle des enfants du Kep ou les enfants de la nurserie, en quelque sorte, ce sont souvent d'ailleurs des enfants qui étaient les fils de souverains étrangers, qui étaient d'ailleurs très souvent des pays étrangers un peu sous influence égyptienne, et qui étaient aux frontières de l'Égypte, aux marges de l'Égypte. Et les enfants de ces princes, eh bien, pouvaient être éduqués à la cour d'Égypte. Hein. Et dans ce cas-là, ils se retrouvaient effectivement dans ces fameuses écoles du harem, c'est-à-dire quand on désigne les enfants sous le nom de enfants du Kep, très souvent on sait qu'il s'agit d'étrangers, alors que ce soit de Syriens, que ce soit de Hourites, que ce soit de différentes régions, voyez-vous, qui étaient autour de l'Égypte, même de Nubiens. Hein, les chefs nubiens pouvaient très bien envoyer un de ses fils finalement pour être éduqués en Égypte. Et ça, c'était tout à fait important parce que quand ces enfants avaient reçu cette éducation égyptienne et qu'ils allaient ou bien faire souche en Égypte, parce que vous savez que dans l'administration égyptienne, on s'est rendu compte, notamment à l'époque ramesside, que très souvent des enfants étrangers qui avaient grandi en Égypte pouvaient même obtenir dans l'administration des postes particulièrement éminents. On sait que les gouverneurs, par exemple, voyez-vous, d'un château de millions d'années comme le Ramesséum, eh bien, on sait qu'il y a eu des étrangers qui ont gouverné le Ramesséum, donc des jeunes qui avaient dû faire souche en Égypte, qui avaient été éduqués en Égypte, qui ne sont pas repartis chez eux, qui se sont certainement mariés en Égypte, et puis qui, après ça, eh bien, ont fait une carrière dans l'administration égyptienne pour atteindre finalement les plus hautes positions, parce que être gouverneur d'un temple, c'était quand même une responsabilité très éminente, il ne faut pas l'oublier. Donc c'est là où étaient certainement, voyez-vous, éduqués ces enfants, c'était donc dans les écoles du harem. Et alors quand ils repartaient, ces enfants d'étrangers, quand ils repartaient évidemment chez eux, eh bien, c'était une assurance aussi pour le roi d'Égypte de savoir que par la suite, il y aurait d'excellentes relations finalement avec ces pays-là. Donc ça jouait un rôle diplomatique aussi, hein, en fait. Hein, tout à fait. Les pharaons étrangers aussi. Oui, bien sûr. Oui. Une question un peu stupide sans doute, mais savez-vous exactement comment ils se sont débrouillés pour traîner des pierres aussi énormes que celles du collège de Ramsès, par exemple? Alors ça, vous savez, là, on touche un domaine qui nous échappe encore en grande partie, parce que ça, c'est le savoir-faire des anciens Égyptiens. Alors vous savez, c'était un savoir-faire qui était souvent, finalement, de génération en génération, mais qui restait très souvent sous une forme orale. C'est-à-dire qu'on n'a pas de texte, si vous voulez, qui nous permettent de savoir comment on allait déplacer des colosses comme ça. Donc là, c'est en regardant peut-être encore aujourd'hui les Égyptiens travailler, parce que les Égyptiens d'aujourd'hui sont quand même finalement les descendants des anciens Égyptiens, pour la grande majorité, il ne faut pas l'oublier.
Eh bien, quand on les regarde travailler aujourd'hui sur un chantier, quand on les voit fabriquer des briques, par exemple, quand on les voit dans la campagne fabriquer des briques, ben, on s'imagine très bien qu'ils les fabriquent comme les fabriquaient les anciens Égyptiens. Il suffit de regarder certaines tombes thébaines pour voir comment, finalement, on voit les ouvriers en train de faire des briques avec le moule, etc. Bon, le transport des pierres, on s'est rendu compte que le transport des pierres, quand il s'agissait de pas très longues distances, on pouvait le faire sur des rouleaux. Bon, mais nous, sur nos chantiers, on a des ouvriers qui font exactement ce travail-là. Ça leur vient, mais c'est dans leur tête, c'est-à-dire c'est dans leur... Et comment, ils connaissent parfaitement, si vous voulez, ces techniques-là. Et c'est comme ça qu'on avance au niveau de la restauration aussi d'un monument. Hein. Alors c'est sûr qu'à l'époque pharaonique, ils avaient des rouleaux en bois. Aujourd'hui, on a des rouleaux en métal, bien sûr. Mais la technique, si vous voulez, reste pratiquement en gros la même. Hein. Alors c'est vrai que pour tout, c'est vrai qu'on se pose des questions quand même quand on voit un énorme colosse comme celui de Ramsès II, qu'il a fallu quand même, bon d'abord déjà sortir de la masse rocheuse de la carrière, parce que c'était quand même une masse considérable. Hein. Après ça, essayer de dégrossir déjà sur place peut-être cette statue pour lui retirer un peu de poids. Après ça, la faire descendre des carrières pour aller jusqu'au port, parce qu'il fallait quand même l'entraîner jusqu'au port. Après ça, la charger, alors là, sur des types de bateaux qu'on ignore encore un petit peu. Est-ce que c'était des bateaux avec des énormes flotteurs qui permettaient quand même de maintenir cette masse finalement en surface? Et puis la faire venir progressivement vers Thèbes, en choisissant peut-être une période de l'année qui était favorable, à savoir la période de l'inondation, parce que ça permettait de s'approcher peut-être encore un peu plus justement du chantier où cette statue allait être dressée. Puis après ça, il y a évidemment l'étape de dresser la statue et de la monter sur son socle, sur son piédestal. Alors, on a quelques idées. Bien entendu, on a des idées. La seule chose, c'est que très souvent, elle reste à l'état d'hypothèse. On n'en a pas toujours des confirmations. Mais les canaux, on a vérifié qu'il y a eu des canaux creusés pour transporter au plus près. Oui, bien sûr, mais de toute façon, très souvent, ces temples, vous savez, on y accédait par des canaux. Hein, on y accédait par des canaux. Hein. Il y avait des canaux qui étaient très souvent d'ailleurs, ou bien des canaux perpendiculaires au Nil, ou parfois des bras latéraux, parce qu'il faut, vous savez, le paysage que l'on a aujourd'hui de l'Égypte à Thèbes n'est certainement pas celui que les anciens Égyptiens ont connu. Il devait y avoir, d'ailleurs, on a pu retrouver par l'imagerie satellitaire, finalement, d'anciens lits qui sont aujourd'hui complètement comblés, où il y a la zone agricole aujourd'hui, mais qui ont existé à un moment donné. C'est-à-dire qu'on avait des bras secondaires et qui étaient très souvent parallèles au Nil. Parallèles. Pour éviter les cataractes. Voilà. Oui. Mais elle est où la statue maintenant de Ramsès II? La statue de Ramsès II, elle est au Ramesséum, toujours. Elle est retournée au Ramesséum? Ah, mais elle est au Ramesséum. Celle qui était à la gare du Caire. Ah non, ça, c'en est une autre. Ça, c'est un autre colosse. Celle qui était à la gare du Caire et qui provenait de Memphis, elle a été transportée aujourd'hui proche du nouveau grand musée qui est en cours de construction et qui va d'ailleurs être inauguré dans les toutes prochaines années. Vous savez qu'il va y avoir un superbe musée pour les antiquités pharaoniques au Caire, absolument magnifique, hein, avec des collections fantastiques, puisque là, tout l'ancien musée qui se trouve dans le centre-ville va donc disparaître. Enfin, pas la construction elle-même, mais je veux dire que les collections vont être transportées progressivement vers le nouveau grand musée, où d'ailleurs, actuellement, beaucoup de restaurateurs égyptiens travaillent justement pour la conservation des objets, notamment du trésor du Toutankhamon, puisqu'il y a beaucoup de pièces du trésor du Toutankhamon qui actuellement convergent vers le grand musée pour être restaurées avant d'être présentées dans les grandes salles du nouveau grand musée, qui sera absolument, certainement un des plus grands musées du monde aussi au niveau de l'archéologie. Hein. Oui. Oui. Vous avez une idée donc de l'ouverture de ce grand musée? Quand est-ce qu'il va en 2018? Alors écoutez, pour le moment, il n'y a pas de date précise, hein, parce que vous savez que bon, là en ce moment c'est un peu compliqué. Vous savez, en Égypte, il y a quand même aussi il y a d'autres priorités quand même là aussi. Il faut dire qu'il y a il y a des problèmes économiques, etc. Donc il y a un peu de retard, mais en tout cas, il faut savoir que les Égyptiens s'activent et veulent aller le plus vite possible pour ouvrir ce musée. Ça, c'est clair. Hein. Mais voilà. Déclaration officielle, normalement, c'est pour 2018. 2018, voilà. Voilà. Avis aux amateurs. Oui. Qui sont les pillards? On n'a jamais eu de renseignements sur ces pillards. Est-ce que c'était des Ouagadougouas? Est-ce que c'était des étrangers, des bandes organisées? Alors non, vous savez, il faut savoir que c'est le résultat d'une histoire, si vous voulez, d'une histoire à la fois d'une histoire économique et sociale, qui va aboutir à cela. Il faut savoir que, voyez-vous, on a à Thèbes des indications qui nous sont fournies, notamment par des papyrus, que la situation économique de Thèbes, et notamment de la rive gauche de Thèbes, c'est-à-dire surtout les domaines royaux,
hein, parce que sur la rive gauche, on est dans les domaines royaux. Sur la rive droite, on est dans les domaines du dieu. C'est Amon, etc., qui a les grands prêtres, etc. Mais sur la rive gauche, c'est les domaines du roi. Et là, apparemment, on voit que sous la fin du règne de Ramsès III, il y a des problèmes économiques, puisque les denrées n'ont pas l'air de pouvoir venir, justement, rejoindre les magasins de ces fameux châteaux de millions d'années. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là, en l'an 29 du règne de Ramsès III, vous savez qu'on a un célèbre papyrus qui est conservé aujourd'hui au musée de Turin, qu'on appelle d'ailleurs le papyrus des grèves. C'est intéressant. Il faut savoir que, finalement, sur ce papyrus, on apprend qu'en l'an 29 de Ramsès III, les ouvriers ou les artisans de Deir el-Médineh vont se mettre en grève. Et c'est la première attestation que nous avons d'une grève, finalement, pour l'Antiquité. C'est assez extraordinaire, hein, c'est un document social tout à fait intéressant. Et en fait, cette grève, elle est là pourquoi? Mais parce que les artisans qui travaillaient justement aux tombes royales, qui aménageaient, qui creusaient, qui décoraient les tombes, ne reçoivent plus leur salaire. Parce que ces artisans, bien entendu, qui étaient considérés comme des fonctionnaires royaux, hein, c'était des fonctionnaires royaux, c'était pas des artisans qui travaillaient balache, hein, enfin sans argent. On leur donnait un salaire, ils avaient un salaire, mais c'était un salaire en nature, bien entendu, c'est-à-dire qu'on leur donnait des provisions, et chaque 10 jours, ils recevaient finalement des rations alimentaires qui leur permettaient de vivre, ainsi que leur famille. Et sous le règne de Ramsès III, en l'an 29 du règne, ou vers la fin du règne de Ramsès III, on s'aperçoit que ces rations alimentaires ne sont plus distribuées, il y a un problème. Il y a un problème, c'est-à-dire que les magasins des temples ne sont pas approvisionnés apparemment. Bon. Alors évidemment, les artisans vont faire la grève, les scribes qui sont là pour gérer un petit peu leur travail, et puis le vizir local va essayer de faire savoir ça à Pharaon, en disant il faut quand même essayer de faire quelque chose, parce qu'ils ont arrêté le travail, hein. Et d'ailleurs ils le disent, en disant nous on travaille dans la poussière et on veut avoir du grain pour manger. Voilà, donc ils le disent clairement. Alors on va pouvoir les remettre un petit peu à travailler par quelques palliatifs, donc on va leur accorder quand même quelques rations alimentaires, et puis on s'aperçoit qu'au bout d'un certain temps ça recommence. Et là, les artisans vont aller beaucoup plus loin que la grève, c'est qu'ils vont aller jusqu'à manifester aux portes des châteaux de millions d'années. Vous voyez, ça c'est tout à fait important parce que ça montre qu'il y a une progression finalement dans la démarche sociale des anciens Égyptiens. On fait la grève, ça ne suffit pas, eh bien on va manifester là où en principe on doit obtenir satisfaction puisque c'est de là que viennent les provisions. Bon. Et là, ils vont se trouver confrontés, bien entendu, au responsable du temple qui va leur annoncer petit à petit qu'il n'y a plus grand-chose. Les domaines de la couronne, apparemment, ne fournissent plus de denrées. Et c'est là où on s'aperçoit qu'au fil des règnes suivants, la situation économique et sociale va tellement dégénérer que les artisans, en fin de compte, vont s'attaquer tout simplement aux tombes. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que lorsqu'on était célébré les funérailles royales à Thèbes, les artisans de Deir el-Médineh étaient là. Ils assistaient à tout ça. Ils voyaient bien entendu tous ces trésors qui finalement allaient rejoindre le fond de la terre avec les rois. Ils savaient très bien que ces tombes étaient remplies d'or, d'argent, de provisions, enfin de parfums, enfin de choses extraordinaires. Donc quand ils ont vu qu'ils n'avaient plus de possibilité d'obtenir satisfaction de la part du pouvoir royal, eh bien ils ont été tout simplement vers les tombes royales et puis les ont ouvertes et les ont profanées. Alors au début évidemment la police, les responsables administratifs ont essayé d'arrêter quelques coupables, et puis on s'est aperçu que finalement tout ceci a dégénéré en une véritable anarchie, en une sorte de véritable crise des valeurs où tout le monde a été mêlé finalement à ce trafic d'antiquité, à ce trafic finalement, on sait parce qu'on a des comptes rendus de ces procès-verbaux où on s'aperçoit que, eh bien, on a pris un artisan avec 20 kilos d'or finalement venant de la vallée des Reines. Bon, alors on a toute une série d'indications, voyez-vous, qui montrent bien que tous ces gens-là étaient à l'ouvrage. Alors, c'était les artisans de Deir el-Médineh, c'était aussi bien les administratifs, c'était aussi la police, enfin tout le monde était finalement, on est arrivé à une étape de corruption totale dans le pays à cette époque-là. Oui. J'ai une question assez personnelle. En fait, mon nom de famille veut dire tailleur de pierre. Ah oui? Oui, et je suis tunisienne, mais d'origine égyptienne aussi. Donc, quel est le rôle de tailleur de pierre à l'époque? Est-ce que le dessinateur de la reine et du roi, ils ont un statut spécial? Est-ce que la reine compose comme aujourd'hui pour avoir son dessin? Et pourquoi toujours de profil on voit les reines et le roi de profil?
Alors attendez, vous voulez savoir si on pouvait faire si un tailleur de pierre pouvait faire le portrait d'une reine? Oui, mais alors ça, c'est même plus un tailleur de pierre, c'est un sculpteur, là, hein, parce que là, c'est le travail d'un sculpteur. Le tailleur de pierre, c'est celui qui est dans les carrières et qui va débiter les blocs. Hein. Donc là, il n'est pas vraiment considéré comme un artiste. Hein. C'est vraiment quelqu'un, c'est un ouvrier, c'est un technicien. Bon, il est dans les carrières, il débite les pierres. Alors après ça, il y a le sculpteur. Alors le sculpteur, effectivement, là, dans la hiérarchie, si vous voulez, de l'Égypte ancienne, le sculpteur est déjà quelqu'un qui a des compétences, bien entendu, qui est reconnu. D'ailleurs, très souvent, Pharaon recherche les meilleurs sculpteurs, justement pour pouvoir faire les statues royales, aussi bien d'ailleurs les siennes que celles de ses épouses et même éventuellement de ses enfants. Donc là, c'est un sculpteur de cour à ce moment-là. Il est attaché à la cour royale. Hein, voilà. Est-ce que vous avez des noms connus? Ah oui, il y a des noms de sculpteurs qui sont connus absolument. Il y a un certain Amenouassou qui était sculpteur. On a aussi un certain Toutmès qui a travaillé, qui a fait les très beaux bustes de Néfertiti, là, par exemple, qui sont au musée de Berlin. Hein, donc on a plusieurs noms de sculpteurs, bien sûr. Oui, oui. Là, c'était des artistes déjà. C'était vraiment des artistes. Enfin, qui n'étaient pas considérés comme d'artistes chez les Égyptiens, parce qu'on parlait plutôt d'artisans, finalement. Hein, c'était le terme qu'ils utilisaient. Hein, c'était le terme d'artisan. Est-ce qu'il y a beaucoup de temples qui sont dédicacés par des reines, qui ont été fondés par des reines? Est-ce qu'on sait faire la différence Ah oui, généralement, là, quand il y a quand même, en principe, si vous voulez, un texte de fondation du temple. Donc, voyez-vous, quand on parle, par exemple, au Ramesséum, du temple consacré à Toui, la mère de Ramsès II, et à Néfertari, on a tout un texte de dédicace qui est bien inscrit dans la pierre et qui signale que le roi a fait ce monument pour sa mère. Hein, donc c'est bien inscrit dans le texte. Hein. Et puis tous les reliefs en plus de ça, voyez-vous, qu'on a retrouvés sur place ou parfois en remploie dans d'autres monuments, ce sont des reliefs qui sont en rapport avec justement des scènes qui sont celles de la vie de cette reine. Hein. Aussi bien pour Toui d'ailleurs que pour Néfertari. On a des scènes qui sont très intéressantes, qui ont été retrouvées à Médine Tabou, mais qui proviennent du Ramesséum, et qui sont notamment des scènes de théogamie, où on voit justement, comme vous l'avez vu à propos d'Hatshepsut et le dieu Amon, il faut savoir que Toui a été aussi dans cette scène finalement de l'hyménée avec le dieu Amon, pour donner naissance finalement à Ramsès II. Hein, voilà, donc on retrouve ce même type de scène, si vous voulez, qui devait être représenté sur les parois du temple de Toui et de Néfertari. Alors on connaît aussi le cas de Ti, la grande épouse royale d'Amenhotep III, qui avait quand même plusieurs temples. Néfertari a eu aussi un magnifique temple à Abu Simbel. Hein, donc ces reines pouvaient être évidemment, parce qu'elles étaient divinisées. Hein, c'est-à-dire que là on est devant des reines qui étaient des grandes dames et qui ont été jusqu'à être divinisées. Hein. Mais est-ce qu'elles étaient elles-mêmes à l'initiative de la construction de ces temples? Je pense que ça, c'est le roi quand même qui les met en chantier pour elle. Hein, parce qu'on voit bien Ramsès II a dédié à Néfertari le temple d'Abu Simbel. Il le dit par des textes quand même. Hein. Il assiste à l'inauguration des temples d'ailleurs lui-même, à une époque où d'ailleurs Néfertari malheureusement est déjà morte, hein, puisque c'est vers l'an 24, et ce n'est pas Néfertari qui est à côté de lui pour assister à l'inauguration des deux temples, mais c'est une des filles de Néfertari, qui portait le nom de Méritamon, qui est là auprès de Ramsès II pour assister à l'inauguration des deux temples d'Abu Simbel. Oui. À propos d'Hatshepsut, oui. Dans le film, on utilise le mot légitimité en tant que pharaon. Est-ce si sûr que c'est? Non. Non. Non, la légitimité, elle revient à Thoutmôsis III. C'est lui, le fils, qui doit... Bon, mais il a 5 ans. Voilà. Le problème est là. C'est-à-dire qu'au départ, Hatshepsut a en fait une sorte de régence. Elle est là comme régente, mais elle ne veut pas se contenter d'une régence. Mais c'est le père qui a créé ça. Son père. Non. C'est-à-dire que, en fait, à un moment donné, on voit très bien dans les textes qui nous sont donnés, il y a les textes d'Inéni, etc., qui nous rapportent un petit peu tout ça, mais quand on regarde bien, en fait, dans le texte d'Inéni, elle apparaît plutôt comme régente, c'est-à-dire elle va prendre en main les destinées du pays, mais comme régente. Il n'est pas question d'en faire un pharaon tout de suite. Elle va devenir pharaon par l'oracle du clergé d'Amon. C'est-à-dire que c'est le clergé d'Amon qui va en faire un roi, finalement. Et c'est là où est tout le problème. Parce qu'on va se trouver pour la première fois dans, finalement, l'Égypte ancienne, devant un cas de co-royauté, où on a 2 rois sur le trône en même temps, Hatshepsut et Thoutmôsis III, dont un est plus légitime que l'autre, finalement.
Et ce n'est pas une co-régence, comme on l'a dit très souvent, parce que le terme de co-régence ne veut rien dire, finalement. Ça ne veut rien dire, la co-régence, ça n'existe pas, une co-régence. Ou bien on a une royauté, ou bien on a une régence, ou on a une co-royauté. Et là, dans le cas, voyez-vous, d'Hatshepsut et Toutmoses III, c'est bien une co-royauté, puisque Hatshepsut, qui a quand même à peu près 25 ans au moment où elle prend ce pouvoir, donc elle est tout à fait en âge majeur, bien entendu, adulte, bon, à partir de là, elle va pouvoir diriger le pays, bien entendu, puisque le clergé d'Amon lui donne la possibilité de diriger le pays. Hein. Alors, elle prend ça en charge, elle se fait couronner roi, mais elle va être roi pendant 22 ans. Et lorsqu'elle disparaît, comme en Toutmoses III, lui reprend tout à fait, finalement, sa royauté normale, en quelque sorte, puisqu'il est majeur, même déjà majeur depuis un bout de temps. Hein, voilà. Donc, cette co-royauté est assez étrange, et il faut dire qu'elle a beaucoup perturbé, je pense, l'histoire égyptienne de cette époque. Parce que lui, il n'était pas le fils légitime, parce que sa mère, elle n'était pas royale, il ne portait pas le sang royal. Qui ça? Mais si, pourquoi? Parce qu'il était de la deuxième épouse. Mais la deuxième épouse, elle portait le titre de grande épouse royale. C'était pas la mère de Hatshepsut qui portait déjà le sang Mais royal. oui, mais c'est ça. Là, faut faire attention, parce qu'on a tendance à mettre Armès comme la seule grande épouse royale de Toutmoses Ier. Il faut savoir que quand on voit Moutnefret qui était une autre épouse de Toutmoses Ier, mais Moutnefret, elle a les mêmes qualités que Armès. Donc, elle est aussi grande épouse royale. Donc, c'est pas parce qu'elle est un petit peu dans l'ombre pendant un moment que ça sera la même chose avec Néfertari et Isis-Nofret. Et Néfertari et Isis-Nofret étaient deux grandes épouses royales. Pourquoi Néfertari, finalement, apparaît à un moment donné du règne en prééminence par rapport à Isis-Nofret? Mais tout simplement parce qu'elle a donné le fils aîné, l'héritier potentiel de la couronne. Le premier garçon qui naît pendant le règne de Ramsès II, c'est Amon-Erhebchef. Amon-Erhebchef, c'est un garçon, donc c'est l'héritier présomptif de la couronne. Le premier enfant qui naît d'Isis-Nofret, c'est une fille, c'est Bentanat. Et bien là, oui, ben c'est Bentanat, mais Bentanat ne peut pas monter sur le trône. C'est Amon-Erhebchef qui est l'enfant, qui est le garçon. Alors quand d'ailleurs c'est assez intéressant, parce que quand Amon-Erhebchef va mourir, parce qu'il meurt bien avant son père évidemment, eh bien on s'aperçoit que le deuxième fils de Ramsès II n'est plus un fils de Néfertari, c'est un fils d'Isis-Nofret. Et c'est là où on voit très bien que les choses changent à ce moment-là, que la préséance, si vous voulez, d'une reine par rapport à l'autre est un petit peu modifiée. Amon-Erhebchef, c'est lui qui est enterré à la vallée des Reines? Non, ça c'est les fils de Ramsès III, ça. Ils portent les mêmes noms, mais ce n'est pas le même roi. Oui. Dans la vallée des Reines, ce sont des fils de Ramsès III. Les fils de Ramsès II sont enterrés dans la vallée des rois. C'est la tombe numéro 5. Voilà, c'est la tombe numéro 5. Vous permettez une petite anecdote sur la Grèce? Oui. Alors, j'ai été en Grèce l'été dernier, et puis je suis tombé juste 2 jours sur la pleine lune. Oui. Tous les sites archéologiques étaient ouverts la nuit. Oui. Alors j'arrive au musée du Parthénon en bas, qui était récemment occupé, des manifestations en bas et tout ça. Oui. Et puis je le visite. Je vois il y a 3 étages. Le premier plein, le deuxième plein, le troisième vide. J'étais chez une cousine. Et puis je monte chez ma cousine, je dis, mais pourquoi il est vide? Elle me dit, ils attendent que les Anglais leur rendent les stèles du Parthénon. Tu peux toujours courir. Ils ont mis des copies quand même. Même pas. Au 3e étage. Y a-t-il d'autres questions? À propos de la localisation des temples, pardon, oui. je prends beaucoup la parole. On a vu que le Ramesséum est à la limite des terres cultivées. Oui. Est-ce que, en fait, on sait quelques éléments sur la localisation antique des temples? Est-ce que c'était par rapport à des concentrations de population, à des endroits dans le cadre de Thèbes, c'est un peu particulier, parce qu'on voit très bien, vous savez, que quand on parle de Thèbes, on entend souvent dire il y a la rive des vivants et il y a la rive des morts. Bon. Mais c'est pas aussi simple que ça quand même. C'est sûr qu'il y a une rive des morts, dans le sens où les nécropoles sont sur la rive ouest, bien sûr. Mais est-ce que c'est ça qui prédominait dans l'esprit des anciens Égyptiens? Ce n'est pas sûr. Parce que sur la rive droite, vous avez avant tout des temples divins. C'est les temples d'Amon, le grand temple de Karnak et le temple de Luxor. Là, on est chez le dieu Amon, on est dans le monde des prêtres. C'est eux qui gèrent finalement toute la rive droite. Quand vous êtes sur la rive gauche,
tous les temples construits sur la rive gauche sont des temples de culte royal. Royal. Et là, c'est la royauté qui est représentée, c'est l'institution royale qui est sur la rive gauche. Et tous ces temples que vous avez là, ce sont finalement des œuvres qui sont mises en route dès le début de chaque règne, finalement de chaque pharaon, hein, et qui doit glorifier un petit peu à la fois son règne et finalement son éternité, hein, parce qu'il y a une volonté aussi de perdurer. Donc voilà. Donc là, on est sur la rive du roi, et de l'autre côté, on est sur la rive du dieu. Alors c'est vrai que la configuration que vous avez aujourd'hui avec les zones cultivées, etc., c'est quand même des cultures qui ont petit à petit un petit peu pris sur les temples, hein, parce que quand on voit le Ramesséum par exemple, il faut savoir que devant le premier pylône, vous aviez tout un parvis qui devait faire à peu près 60 mètres de long. Devant ce parvis, vous aviez une porte d'accès monumentale, et devant cette porte monumentale, vous aviez les aménagements portuaires, hein, avec le bras du Nil qui devait venir finalement, et qui permettait aux bateaux de pouvoir décharger toutes les provisions que l'on mettait ensuite, si vous voulez, dans les magasins, par exemple. Bon. Donc la configuration qu'on a aujourd'hui est un peu différente de celle qu'ont connue les anciens Égyptiens. Parce que toute la zone agricole qui précède ces temples était beaucoup plus en retrait, certainement à l'époque pharaonique. Alors, il me semble que notre conférence touche à sa fin. Monsieur Leblanc, on vous remercie infiniment pour le plaisir que vous nous avez donné. Et je dois avouer qu'en tant qu'égyptienne, et comme je disais tout à l'heure, en tant que descendante des reines d'Égypte, je me sens vraiment très très modeste et très ignorante. Et je suis pleine d'humilité et de modestie, parce que je me rends compte à quel point un grand monsieur comme monsieur Christian Leblanc a beaucoup fait pour notre pays, pour mon pays. Et donc je vous en remercie en public, monsieur, et j'espère que vous allez continuer à aimer l'Égypte comme elle vous aime. Voilà. Ouais, d'ailleurs, je voulais simplement aussi ajouter que, vous savez, malgré le contexte un petit peu difficile et les événements dramatiques que l'Égypte a connus récemment, venez en Égypte, parce que c'est un pays où il faut venir, venez en Égypte, parce que vraiment, il faut faire abstraction de tout ça, tout en étant vigilant, bien entendu, mais sachez qu'il ne faut pas justement faire que les touristes abandonnent l'Égypte, parce que c'est un trop beau pays, un pays qui a besoin de vous aussi, et puis qui est un pays tellement chaleureux que je crois qu'il est toujours bon d'y retourner. Voilà. Dans un mois. Pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'aller en Égypte, ils peuvent aussi venir dans l'Égypte qui se trouve au 5e arrondissement de Paris. Vous serez toujours les bienvenus. Voilà. Donc on espère vous revoir tous très très bientôt ici. On espère avoir la chance de réavoir monsieur Christian Leblanc pour d'autres occasions. Et dans mon pays, l'amitié se conclut toujours autour d'un petit pot, on va dire. Voilà, donc je vous invite à aller goûter un petit peu ce qu'on vous propose. Voilà, messieurs, dames, merci infiniment pour votre attention. Bonjour Christian. Voilà, bonjour. Monsieur. Bonjour. Bonjour madame. Soyez les bienvenus. Merci.